Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle session de Marketing Blueprint en français aujourd'hui. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir chez Marketing Blueprint Mickaël Roland. Mickaël, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour Julien et bonjour à tous. Merci de m'avoir invité Julien. Eh ben, c'est avec grand plaisir. J'ai une petite habitude maintenant chez Marketing Blueprint. J'aime bien commencer par une petite revue en détail du parcours de l'invité. Et tu as un parcours qui est particulièrement intéressant. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de prendre 1 ou 2 minutes pour le décrire. Et puis, tu me diras si je me suis planté ou ce qui manque dans ce parcours. Ça te va ? Ça marche. Allons-y, merci. Alors, tu as commencé ta carrière chez Devoteam, non pas en tant que marketeur, tu étais IT System Engineer à l'époque, parce que tu as fait des études qui allaient plutôt dans ce sens-là. Tu as passé du temps, plusieurs années dans une entreprise qui s'appelait Bull, avec 3 évolutions qui t'ont permis justement de passer du côté IT au côté marketing de la force, puisqu'il t'a permis d'être Global Head of Digital Marketing chez Atos, donc a priori suite à l'acquisition de Bull, mais on pourra en parler et voir comment ça s'est passé. Et puis ensuite CMO chez Econocom, avant un retour en fanfare à tes premières amours chez Devoteam, mais alors non plus en tant qu'IT, mais cette fois-ci CMO. Non seulement CMO, mais CMO au board. Et puis dans cette continuité, en 2022, tu es élu dans les top 100 B2B Marketing Leaders de l'année. Et puis, petite spécificité qu'on a déjà repérée chez plusieurs de mes invités, tu es également membre très actif du CMIT. Est-ce que c'est une bonne description ? Le meilleur club de marketeurs de France et de Navarre. Oui, et ben écoute, je vois que tu as super bien préparé, c'est un sans faute, merci Julien. Tu as fait des études IT, tu as commencé en tant qu'IT, tu es devenu marketeur, aujourd'hui tu es CMO. T'es marketing ou t'es IT ? Ça, c'est une bonne question. J'ai envie de te dire que je serai toujours IT parce que c'est mon background. J'avais un Atari, j'avais un Amiga, alors ça parle qu'aux plus vieux, avant de passer sur PC. J'ai commencé à coder, j'ai beaucoup joué aussi, gros gamer de l'époque. On est très loin des jeux d'aujourd'hui, beaucoup plus modernes. Je pense que ça m'a influencé à choisir entre l'école de commerce et l'école d'ingénieur, puisque les deux choix sont offerts à moi, comme à beaucoup de personnes après le bac. Et j'ai choisi école d'ingénieur, sans doute parce que venant d'une famille modeste, ingénieur, c'est un mot qui veut dire quelque chose. Et j'y suis allé avec grand plaisir. Et j'ai fait mes études en tant qu'ingénieur. J'ai fait 7 ans, donc après les stages post-école, chez Devoteam en tant qu'ingénieur IT, système et réseau à la base, et puis jusqu'à devenir architecte. Et puis tout au long de ces 7 années, voire même de mon école d'ingénieur, j'ai senti qu'il y avait quelque chose en sous-jacent, que j'étais peut-être un peu moins geek que certains de mes collègues, peut-être un peu moins bon techniquement, mais qu'il y avait d'autres choses qui m'attiraient, sans vraiment savoir ce que c'était. Et je l'ai découvert, en fait, grâce à des super managers au fur et à mesure de ma carrière. C'est eux qui m'ont permis de découvrir ce que j'aimais vraiment. Et ce que j'aimais vraiment, c'était le marketing. Donc, ce que j'entends, c'est qu'à aucun moment, en début de carrière, tu te disais c'est un tremplin vers le marketing. Tu étais 100% IT, tu étais ingénieur, et puis une opportunité s'est présentée qui a fait que ça correspondait finalement pas plus mal que ça à tes caractéristiques personnelles et tes envies. Mais ça n'a jamais été une ambition, du coup. Absolument pas. Non. J'étais très content d'être ingénieur. Par contre, j'ai senti assez vite la limite de mon job, puisqu'au bout de 5 ans, j'étais arrivé à un poste d'architecte en infrastructure et réseau. Je travaillais chez France Télécom, un mot qui a changé, en tant que prestataire. Je gérais tous les serveurs Sun E10000, donc 24 des 40 serveurs Sun E10000 en Europe étaient sous ma responsabilité, donc grosse responsabilité, puisque c'était tout le réseau fixe. Donc si un serveur plantait, on perdait un 24e de la France en termes de réseau fixe. Donc il y avait une petite pression. J'étais très content de cette pression au quotidien. Mais
j'ai senti que j'atteignais un plateau et que je m'éclatais plus autant à apprendre de la tech personnellement, et que j'étais devenu meilleur en gestion de projet que en codage ou à travailler le kernel de mes Unix, quoi. Alors, il y a un truc intéressant dans ce que tu dis, c'est le côté IT. Il se trouve que dans le parcours que j'ai décrit, et tu as rajouté France Télécom par-dessus, dans le parcours que j'ai décrit, tu as bossé a priori exclusivement dans des entreprises tech, liées de près ou de loin à la téléphonie, au réseau, etc. Il y a un avantage évident d'être ingénieur, d'avoir pratiqué ce métier pendant plusieurs années, parce que tu as une longueur d'avance sur beaucoup de marketeurs qui sont peut-être très bons en marketing, mais qui n'ont pas ce background, qui n'ont pas les connaissances techniques et la compréhension détaillée des produits qu'ils sont en train de vendre. Donc ça me semble être un avantage évident par rapport au fait que tu es bossé dans des entreprises tech. Est-ce que c'est un autre avantage un peu plus global? Est-ce qu'il y a un vrai avantage pour quelqu'un de venir du monde IT avant de débarquer dans le marketing? Oui, je pense qu'il y a un véritable avantage, c'est qu'aujourd'hui, comme l'IT est absolument partout, et avec ce qu'on a appelé la transformation digitale, qui est un mot bien has-been aujourd'hui, finalement, tu peux switcher d'un univers à l'autre, chose que j'ai faite. J'ai toujours été dans des boîtes tech, hein, même quand je travaillais chez Devoteam en tant qu'ingénieur. J'ai travaillé pour les Hermès, c'est de la facturage, j'ai travaillé pour Société Générale, mais dans des départements tech. Et quand tu travailles pour des départements tech dans une banque, ben finalement, tu es quand même sujet au métier, au véritable business, et tu peux apprendre des éléments de contexte du business qui sont liés justement à l'infrastructure que tu mets à disposition des responsables business dans chaque secteur. Donc, quand tu es dans une banque, tu apprends un peu de la banque. Quand tu es dans une assurance, tu apprends un peu de l'assurance, etc. Dans les telcos, un peu de telco. Et c'est assez universel, finalement, d'avoir ce background IT, et ça t'ouvre beaucoup de portes. Et surtout, quelque chose dont je me suis rendu compte, c'est incroyable comme c'est cyclique. C'est-à-dire qu'on va des systèmes ultra distribués à des systèmes centralisés. Tu vois, on a eu le monde de l'AS400, après on est passé au monde des serveurs Unix, après on est revenu à des gros serveurs multiproc, et puis après on est revenu à des systèmes distribués. Et finalement, tous ces principes restent toujours les mêmes. Et même quand on te vend une révolution, que ce soit la blockchain, que ce soit l'IoT, l'IA, etc., les principes restent les mêmes. Et tu n'es jamais vraiment has-been à partir du moment où tu es un peu curieux et que tu continues à parler à des ingénieurs qui, eux, savent vraiment de quoi ils parlent. Tu te rends compte que l'IT, c'est un passe-partout. Voilà, c'est un passe-partout qui te permet de switcher d'un environnement à un autre. Un peu comme le marketing, quelque part. Là, en gros, si je simplifie un petit peu, on est dans un monde dans lequel tu connais ton buyer persona, tu as toi-même été d'une certaine manière le buyer persona, tu sais ce qui l'intéresse, tu connais ses besoins, tu es capable de créer un message qui corresponde à ce besoin-là, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les marketeurs, hein, parce qu'on a la possibilité, la beauté du marketing, c'est qu'on peut changer d'industrie relativement facilement. Ouais. Et que du coup on réapprend un petit peu le produit et le marché de zéro à chaque fois, alors que quelqu'un qui a évolué dans ce métier-là en étant du côté de l'acheteur avant d'être du côté du vendeur, tu as un véritable avantage. Au-delà de ça, est-ce que ça te donne d'autres compétences qui sont utiles dans le marketing? Je vois notamment la façon dont je vois l'évolution du rôle du CMO. Il y a une quinzaine d'années, je dirais, on était plus dans l'image de marque, dans la publicité, dans des choses un peu plus créatives. Alors non pas qu'il n'y ait plus de créatif dans le marketing, ça reste un pilier important, mais aujourd'hui on devient beaucoup plus analytique. En tant que CMO, on passe un temps fou à lire des fichiers Excel plus que du Photoshop ou du Illustrator. Est-ce que du coup ce côté je viens de l'IT, je suis ingénieur, ça te donne une rigueur de travail qui te permet d'être meilleur là-dedans, ou est-ce qu'il y a d'autres compétences qui te sont plus utiles? Ouais, je pense qu'il y a deux choses, et c'est très juste ce que tu dis. Moi, je suis un peu allé à rebours de l'histoire, c'est-à-dire que je suis parti d'un marketing où j'étais pratiquement chez Bull, un super fleuron français, deuxième entreprise après IBM IT de l'histoire. Tu vois, c'est une histoire qui commence en 1920.
je suis parti de architecte IT à chef de projet à faire de l'avant-vente pour mes clients. Et là, je me suis assez vite rendu compte que mes clients, SFR par exemple, ils ne s'y connaissaient pas tellement alors qu'ils avaient à mettre en place un de mes projets, c'était la SFR Box à déployer en France, migrer 400 000 box de Télé2 qui a été racheté par SFR à l'époque chez SFR. Ça a été des sujets où je me suis rendu compte que mes bailleurs persona qui étaient des gros acheteurs dans des secteurs IT s'y connaissaient pas tellement. Et finalement, je suis devenu marketeur par la force des choses en simplifiant et en sursimplifiant mon savoir technologique, mais je l'ai gardé et pour construire tous les aspects de la stack technologique. Donc, premier avantage, j'ai envie de te dire, si tu connais un peu la tech, choisir les bons éléments de ta stack technologique et puis savoir qu'un site web, il y a des API qui doivent se connecter avec ton Tableau pour ton data analytics, avec ton HubSpot pour ton backbone marketing, ton StreamYard, etc. Ça aide déjà beaucoup à construire une architecture en soi qui est très IT, très digital aujourd'hui dans nos métiers. Donc, c'est déjà un premier avantage. Et puis, tu l'as dit toi-même, la rigueur de l'ingénieur aujourd'hui est absolument nécessaire. On ne peut pas s'appuyer juste sur une belle campagne faite avec beaucoup d'esthétisme, un peu de chance, quelques bons messages. Ça ne suffit plus. Aujourd'hui, tu vas être challengé par tes managers, par tes business decision makers qui vont te demander du ROI, ils vont te demander des vrais KPI. Donc, il faut savoir et collecter les bonnes data. Donc, c'est une rigueur de les collecter parce que si tu n'as pas les bonnes data, tu ne fais rien. Les analyser à la suite et puis les faire évoluer dans le temps. Donc, ouais, je pense que les marketeurs deviennent des ingénieurs quelque part. Et moi, j'ai fait le chemin inverse. Je suis un ingénieur qui est devenu marketeur. Donc, j'ai plutôt découvert au travers de mes dernières expériences l'aspect branding que j'ai trouvé génial. Notamment parce que ça me permet de lier mes trois passions, la tech, le business et puis l'esthétisme. À mon niveau, mais je me considère comme un esthète. Je suis un fan d'architecture. Tu vois. Les blogs que je reçois le matin, c'est autant des blogs qui parlent de l'IA que des dernières maisons construites à Dubaï, à São Paulo ou en Chine, où ils sont extraordinaires niveau architecture physique des bâtiments. Voilà. Alors du coup, c'était quoi ton rêve de gosse? Parce que j'ai bien compris que devenir ingénieur, c'était un peu comme beaucoup voulaient devenir médecin parce qu'il y a le titre, ou avocat parce qu'il y a le titre, sans vraiment savoir ce qu'il y avait fait forcément derrière. D'ailleurs, quand on est jeune, on a tendance à se lancer dans des études sans vraiment savoir sur quoi ça va déboucher. C'était quoi ton rêve de gosse si c'était pas CMO? Est-ce que c'était ingénieur? Est-ce que c'était architecte de belles maisons à Miami? C'était quoi ton rêve? En fait, je crois que j'étais plus rêveur que ça. Déjà, CMO, je savais même pas que ça existait. Et pour moi, le marketing, dans des milieux simples, c'était plutôt des gens qui faisaient des paquets de cornflakes, tu vois. C'était presque dans la bouche de mes cousins, cousines. Ouais, tu fais du marketing. C'était pas vraiment une qualité. Hein. Et je pense que tout marketeur a senti ça dans sa vie. Ouais, c'est du marketing, tu vois. Alors que c'est un sujet très sérieux et très puissant et très important pour l'industrie. Donc, c'était pas du tout marketing. Moi, je voulais être astrophysicien. J'étais peut-être un petit peu intello, tu vois. Mais je pense que j'ai toujours été attiré par l'espace, par la mécanique universelle. Voilà. Comment les planètes fonctionnent entre elles, comment tout ça interagit. Ça m'a toujours passionné et interrogé. Et bon, je ne le serai jamais, parce que je pense qu'il y a assez peu d'astrophysiciens, et puis ils sont quand même sacrément intelligents, ces gens-là. Donc, je ne prétendrai pas l'être un jour. Alors, en parlant de mécanique universelle, d'alignement des astres, revenir de nombreuses années après dans l'entreprise qui t'a accueilli pour tes premiers pas d'ingénieur, et puis te faire revenir plusieurs années après dans un département complètement différent, et pas juste dans un département, mais à la tête d'un département. En règle générale, déjà, c'est une bonne chose de revenir dans une entreprise. C'est étrange comme approche. Est-ce que ça te donne des ponts supplémentaires parce que tu connais encore quelques personnes? Alors, il y a peut-être beaucoup qui sont partis en une décennie. Mais c'est une bonne chose. C'est un truc que tu conseilles de réexplorer ces anciennes entreprises plus tard dans sa carrière?
Bah, écoute, déjà, c'était une surprise. Ça va, c'est bizarre, mais je ne m'y attendais pas à revenir dans la même entreprise. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai quitté Econocom, j'avais signé chez ServiceNow pour être le patron du marketing ServiceNow Europe du Sud. J'avais refusé Apple, avec qui j'avais travaillé pendant des années, et j'avais vu que c'était quand même trop drivé par Cupertino, et je suis plutôt un créa, et moi je me complais dans plus c'est complexe, plus c'est si tu me permets le terme, plus c'est le bordel dans l'entreprise, plus je suis à l'aise, parce que j'adore cette complexité, y mettre les doigts et la simplifier, en tirer la quintessence, l'essence, et puis faire que une machine qui tourne pas commence à tourner, et qu'à la fin on se retrouve avec une véritable voiture de course. Donc c'était un cabinet de chasse qui est venu me chercher et qui a eu la bonne idée de ne pas me dire que c'était Devoteam, parce que sinon, je pense que j'aurais pas aimé revenir sur mes pas, voilà, d'une certaine manière. Je suis plutôt quelqu'un qui va de l'avant et qui cherche des nouvelles aventures. Et donc, ils me l'ont pas dit. Ils m'ont dit c'est une entreprise jeune, dynamique, un codir incroyable. Ils sont dans une croissance folle. Donc, ils m'ont juste dit ça, ils m'ont appâté. Et puis, assez vite, j'ai rencontré donc, Stanislas de Bensman, Godefroy de Bensman, donc les deux frères fondateurs, Sébastien Chevrel, qui a été mon boss les 6 dernières années. Et j'ai rencontré 9 membres du CODIR en une semaine. Et là, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose. Ça veut dire que d'une part, ils sont capables de mobiliser beaucoup de membres du CODIR pour un recrutement sur du marketing. Donc, ils sont vraiment intéressés par le marketing. Et je pense que nous tous, marketeurs, c'est notre plus grande peur, c'est d'être vu comme la dernière roue du carrosse qui doit mettre en œuvre quelque chose qui a été décidé et dont on n'a aucun axe d'influence pour, si ce n'est mettre les jolies couleurs, les bons messages, mais on ne fait pas vraiment partie de la décision. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a toujours fait peur, parce que je pense qu'on n'est jamais aussi bon et efficace quand on est mis dans le début du processus de décision et qu'on y participe, alors à notre échelle, avec notre angle, mais qu'on peut apporter une vraie valeur de marketeur. Donc je me suis dit, bon, ils sont quand même super forts. Et puis, il y avait une condition, c'était que je rejoigne le comité exécutif, parce que pour moi, c'était la garantie que on faisait partie de ce processus de décision et qu'on avait les manettes pour bouger les choses. Donc quand j'y suis retourné, finalement, je me suis rendu compte que c'était plus la même entreprise, pour te répondre. Très honnêtement, j'y suis rentré en 99 ingénieurs, on était 200. J'en suis parti en 2006, on était 2000. Et je suis revenu, on était 8000. Et aujourd'hui, tu vois, Devoteam, c'est 11 000 personnes, donc c'est plus la même entreprise. Et pourtant, j'ai retrouvé certains locaux qui étaient les mêmes. Et quand tu rentres dedans, ça te fait un petit truc, tu vois, tu as une petite émotion qui te relance en arrière. J'y allais pas souvent parce que c'était quand tu étais en intercontrat. Mais quand tu étais en intercontrat, tu allais t'y former, tu allais faire des formations le soir sur Linux et autres. Donc voilà. Et j'ai retrouvé les dirigeants qui, quelque part, n'avaient pas changé, sont toujours aussi dynamiques, hyper sympas. Et on a même un nom pour ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont et reviennent chez Devoteam, et on les appelle les boomerangs. Voilà. Donc, hop, on t'envoie et tu reviens. Mais avec une autre casquette, un autre métier, c'est pas la même entreprise, c'est pas la même expérience. Tu viens de partager 2 trucs sur lesquels je veux réagir, parce qu'on a eu cette conversation avec 2 autres CMO dans des interviews précédentes. J'ai eu il y a quelques semaines Monica Visconti-Patel, qui est CMO chez Hardoc, qui disait, elle le disait en anglais, je ne vais pas réussir à le traduire en live, mais elle disait « Marketing is not just parties and glitter ». Marketing, c'est pas juste les soirées et les paillettes. Et tu disais un truc très juste dans le même sens, qui est que dans beaucoup d'entreprises, on a la casquette du paquet de cornflakes, où on est juste là pour mettre des jolies images et des jolis logos et faire des trucs qui sont esthétiques, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça, le marketing. Il y a un vrai enjeu business derrière. Et puis je discutais aussi, il me semble que c'était avec Marius Gamzer, qui disait que le marketing est un domaine dans lequel
tout le monde a une opinion. Donc là, chez Devoteam, CMO, qui fait partie du CODIR, qui a été interviewé par les 9 membres du CODIR avant même de rentrer dans la boîte, de toute évidence, tu as une place à la table des décisions. Est-ce que tu as déjà vécu ça dans ta carrière à différents moments où tout le monde a une opinion sur le marketing et quoi que tu fasses, tu n'arrives jamais à plaire à tout le monde et tout le monde te dit oui, mais cette campagne ne devrait pas être faite comme ça ou le site web aurait dû être fait directement. Comment tu gères ça au quotidien, surtout quand tu es un jeune marketeur qui doit faire ses preuves et que tout le monde a une opinion, comme bien même ils n'ont jamais travaillé un jour de leur vie dans le marketing? Je pense que ces intervenants ont extrêmement raison et tout marketeur est face à cette difficulté puisque c'est notre difficulté principale. C'est d'apporter de la valeur à l'entreprise sans que cette valeur ne soit écornée, j'ai envie de dire, par les opinions des uns et des autres, mais plutôt qu'elle s'en nourrisse. Donc en fait, c'est vraiment des soft skills qu'il faut acquérir, c'est-à-dire une vraie capacité d'écoute, puisque derrière ça, c'est juste la nature humaine, hein. Tout le monde, moi j'aime bien cette expression qui vient de la grand-mère d'un ami, il dit tout le monde a son mauvais goût, quoi. Donc y compris toi et moi, Julien, on a notre mauvais goût. Mais le problème, c'est que quand on a notre mauvais goût, on ne se rend pas compte qu'il est mauvais pour quelqu'un d'autre. Donc tout le monde va vouloir avoir par nature l'envie d'être écouté, et je prends ça de manière plutôt positive, même si parfois ça fout un peu les boules, même si c'est un peu difficile, quand on nous explique notre métier tous les jours, alors que ces personnes n'ont pas forcément de connaissance de tout ce qu'il y a dans la stack d'une campagne, depuis les fondamentaux du ROI, de la campagne, du messaging, du branding. Quand on essaye de respecter quelque chose de cohérent, de consistant, pour lui donner de la puissance et de la puissance dans le temps, et pas juste un petit coup one-shot, une campagne, si je reprends ton exemple de la campagne, ça doit rentrer dans une stratégie. Ça ne doit pas être un petit coup tactique à droite à gauche, ou alors ça ne doit pas trop s'éloigner de cette ligne directrice que tu traces. Et tu as vite fait de t'en éloigner en écoutant tout le monde. En revanche, en écoutant personne, c'est sûr que la direction dans laquelle tu vas, c'est la tienne et ce n'est pas forcément la bonne. Donc il faut toujours être à l'écoute des signaux faibles. La nature humaine fait que tout le monde a envie d'être écouté, donc parfois tu fais 2-3 petites concessions et puis met en avant dans les CODIR, merci beaucoup telle personne pour avoir fait telle remarque, en écoutant un tel, je me rends bien compte que si. Donc tu les valorises, mais par contre garder sa ligne est hyper important parce que sinon tu te laisses embarquer un peu au gré du vent et tu atterris sans doute pas là où c'est le plus important. Par contre, les écouter, c'est génial. Toutes ces personnes qui te donnent des conseils, il faut être très bienveillant. Et ça, c'est le plus dur parce que parfois, ils te disent carrément que ce que tu fais, c'est pas bon, qu'ils auraient fait vachement mieux que toi en 2 coups de cuillère à peau. Parce que quand tu les écoutes, à chaque fois, il y a de la vérité. Et ça fait mal à notre ego de s'entendre dire que on aurait pu faire ça comme ça. Et ils ont un peu raison. Et donc, tu retiens, si c'est trop tard pour influencer parce que tu es à 2 jours de lancer la campagne, tu retiens pour la campagne d'après, tu vois. Donc, il y a un aspect créatif, il y a un aspect technologique et puis un aspect psychologique dans le rôle du CMO où il faut savoir comprendre et, on va dire, manipuler, on va dire, influencer son audience. Alors, pour quelqu'un comme toi, qui est à la fois, tu te qualifies comme esthète, t'aimes bien avoir une opinion sur les choses, t'aimes bien les choses qui sont belles par nature, qui sont symétriques, t'as un côté IT qui fait que t'aimes bien rentrer dans le cœur du problème et aller et rentrer dans le puzzle toi-même. En tant que CMO, tu la traces où la ligne entre être hands-on, vraiment toucher à tout, mettre les mains dans le cambouis et aller toucher le produit, la campagne, rentrer dans le détail des stats, etc. Et la délégation. Parce que dans une boîte comme Devoteam ou tes boîtes précédentes, avec beaucoup d'employés, tu avais certainement des équipes relativement larges. Comment tu gères la fine ligne entre je gère tout moi-même, je sais tout parce que j'y prends du plaisir, et je sais déléguer parce que j'ai besoin de faire confiance à mes équipes, sinon elles grandiront jamais. Ça se gère comment dans ta vie, ça ? Écoute, je pense que c'est la maturité. Tu vois, moi, par nature, j'ai toujours été très hands-on. J'aime bien comprendre les choses. C'est mon côté ingénieur qui va dans le bit and byte à droite à gauche. Et en même temps, je me rends bien compte que c'est pas forcément ce qu'on attend de moi.
On attend plutôt une vision stratégique et une vision holistique d'une solution face à un problème. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire, déléguer. Et je pense qu'on y arrive quand on a trouvé les bonnes personnes dans son équipe et qu'on a confiance en son équipe. Ça va beaucoup plus facilement, ça aide. Et le vrai step que j'ai passé dernièrement, c'est de donner des guidance, faire quelques petits touch points, parce que je pense qu'il faut quand même ne pas laisser les équipes complètement dans le flou, sortir à quelque chose qui est en dehors de la direction que tu attendais. Donc, il faut faire des touch points et se laisser surprendre. Et ça, c'est assez agréable parce que au début, tu es surpris négativement. Ah, c'est comme ça que j'aurais fait. Ah, mais pourquoi il n'a pas mis tel KPI? C'est quand même celui-là le plus important. Enfin, tu as toujours ton opinion sur les choses et tu peux tout critiquer. Hein. C'est hyper facile comme position, surtout que tu es le boss. Donc, voilà. Et puis, finalement, ah tiens, tu n'avais pas pensé à ça et tu te nourris de ce que tes équipes sortent. Et là, tu as un reward qui est 10 fois meilleur que d'avoir mis ton nez dedans. Mon rôle reste quand même la cohérence d'ensemble. Et si tu laisses tes équipes partir chacun dans son track sans t'assurer qu'ils se parlent vraiment et qu'ils visent le même objectif, c'est là que tu as loupé ta mission. Ça me plaît beaucoup ce que tu dis. Je pense qu'on a une vision partagée sur la gestion des équipes et sur son amélioration personnelle via ses équipes. Donc j'adore ce que tu me racontes là. J'ai une petite dernière question pour toi. Une double question. La première chose, c'est est-ce que ton premier rôle dans une entreprise, fraîchement sorti de l'école, est important? Est-ce qu'il est crucial? Est-ce que c'est celui-là qui va définir la suite de ta carrière? Et du coup, comment est-ce que tu choisis ce premier rôle? Et en règle générale, c'est quoi ton conseil à un jeune marketeur ou futur marketeur? Parce qu'apparemment, on n'est pas forcément marketeur dès la sortie de l'école, on peut le devenir par la suite. Mais c'est quoi ton conseil à un jeune sorti de l'école qui a l'ambition, comme toi, d'être un jour potentiellement CMO? Écoute, je pense que c'est moins le rôle que l'environnement que tu choisis. Alors, typiquement, tu as des gens qui font toute leur carrière parce qu'ils ont fait 3 ans chez McKinsey ou Accenture, EY, PwC ou 5 ans et qui surfent là-dessus. Ah, c'est le gars qui vient de EY. Voilà. Alors que le gars, il est plus depuis 10 ou 15 ans et finalement, il n'est pas meilleur que le gars qui vient de AXA ou d'un autre métier. Mais il a ce stamp à vie, c'est un tatou, voilà, t'es passé par tel environnement. Donc moi, première chose, moins la mission qu'un environnement qui soit stimulant et qui te... Tant que tu es jeune, il faut en baver un peu quand même, il faut travailler, il faut montrer de quoi tu es capable et connaître tes limites, c'est hyper important. C'est comme dans le sport, si tu ne fais pas un marathon quand tu cours ou si tu ne fais pas ton kilomètre 200, moi je suis cycliste, une fois dans ta vie, tu ne sais pas si tu es un vrai cycliste ou si tu es un vrai coureur. Donc il faut le faire. Et deuxième chose, la mission, c'est important, mais dans une entreprise, et j'ai toujours fait ma carrière comme ça, et c'est vraiment mon conseil qui vient de mon maître de stage, il m'a dit dans une entreprise, on y trouve ce qu'on y apporte. Et c'est hyper vrai. Et je ne serais jamais devenu marketeur en partant d'ingénieur si je n'avais pas toujours switché avec les 2 jambes d'une marche à l'autre, J'ai été ingénieur et chef de projet et avant-vente et chef d'équipe. Après, j'ai eu jusqu'à 80 personnes à faire des projets fixed price dans les télécoms chez Bull, vraiment en tant que chef de projet et avant-vente. Et marketeur, parce que finalement, j'ai fait du marketing pour mieux vendre mes projets à mes clients. Donc, ta mission, tu pourras la changer. Moi, ça, c'est mon conseil à un jeune. Tu pourras la changer. Choisis l'environnement qui va te permettre de changer d'un job à l'autre. Si tu es dans une boîte trop figée, où on te met dans une case et tu ne peux pas en sortir parce que c'est comme ça, fuis tout de suite parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui nous plaît. Donc, viens avec tes trucs et puis naturellement, si tu aimes le marketing, tu vois, moi, j'étais le gars qui faisait les belles fraises. C'est bête, hein? Et une belle fraise, c'est pas que esthétique, c'est aussi que le message, comme dit Saint-Exupéry sur son avion, il disait que son avion serait parfait, non pas quand il n'y aurait plus rien à y rajouter, mais quand il n'y aurait plus rien à en retirer. Et ben, moi, c'est pareil. Un message, ça doit aller à l'essence.
Donc, visez les boîtes où on vous donne les opportunités, ça c'est plus important que la mission en elle-même. Eh ben, un grand merci pour tous ces conseils, un grand merci pour ton temps et ta sagesse de CMO, Michael. Merci à tous d'avoir écouté notre interview aujourd'hui et je vous souhaite à tous une excellente journée. On se revoit très bientôt pour une nouvelle interview de CMO. Merci à tous, merci Michael. Merci à tous, merci Julien.